Ma sœur m'a piégé, a pleuré devant mes parents, et m'a fait jeter dehors pieds nus à 16 ans. Des semaines plus tard, elle s'en est vantée, et ma grand-mère a tout entendu. Je m'appelle Chloé Martin, j'ai 16 ans. Et c'est dans ma propre maison que j'ai été transformé en criminel. Simplement parce que ma sœur cadette, Léa, a pleuré en m'accusant d'avoir volé de l'argent, mes parents l'ont immédiatement cru, ont saccagé ma chambre et ont trouvé la liasse de billets qu'elle avait déjà cachée sous mon oreiller. Je les ai suppliés, j'ai juré mon innocence, mais les portes se sont tout de même refermées, me poussant dehors pieds nus dans la nuit glaciale d'octobre, ne tenant rien d'autre qu'un grand sac poubelle noir rempli de vêtements. À cet instant, j'ai cru que ma vie s'était effondrée. Mais je ne savais pas que quelques semaines plus tard, Mamie Madeleine, la femme que tout le monde dans la famille pensait trop âgée pour remarquer quoi que ce soit, surprendrait par hasard un secret qui forcerait tout le monde à s'incliner devant la vérité. Depuis mon enfance, j'avais pris l'habitude d'être comparé à Léa. Comme si ma vie n'existait que pour servir de toile de fond à son éclat. Je me souviens d'une fois, quand j'avais à peine 10 ans, maman avait confié à Léa la simple tâche de mettre la table. Elle avait laissé tomber une pile entière d'assiettes sur le sol, les éclats se dispersant partout. Papa était entré, avait froncé les sourcils, puis avait soupiré et balayé l'incident d'un geste de la main. Ce n'est pas grave. Elle est encore petite. La même année, j'ai oublié de verrouiller la porte du garage une seule fois. Et pendant une semaine entière, papa n'a cessé de répéter le mot irresponsable, comme si j'avais commis un crime terrible. En grandissant, le favoritisme n'a pas disparu. Il est devenu plus évident chaque année. J'étudiais dur, je passais des heures à lire, à faire mes devoirs et à apprendre par moi-même. Une fois, j'ai remporté la première place à un concours d'art régional, et mon tableau a été exposé à la bibliothèque municipale de Lyon. Quand j'ai fièrement ramené le certificat à la maison, maman m'a seulement gratifié d'un léger sourire en disant « C'est bien. Tu as probablement eu de la chance. » Pendant ce temps, il suffisait que Léa obtienne un rôle secondaire dans la pièce de théâtre de printemps de son école pour que nos parents inondent Facebook de photos avec la légende « Notre petite fille est une star née ». Assise dans le noir, fixant cette publication, j'ai senti mon cœur se serrer, car il était douloureusement clair que leur reconnaissance penchait toujours du même côté, peu importe qui avait vraiment travaillé le plus dur. Non seulement dans les études, mais même dans les plus petites choses du quotidien, la balance penchait toujours du côté de Léa. Si elle cassait un vase, c'est moi qu'on appelait pour nettoyer. Si elle sautait son tour de vaisselle, c'est moi qu'on forçait à me tenir devant l'évier pour finir la corvée. Aux yeux de mes parents, j'étais l'enfant qui devait porter le blâme, le bouclier pour couvrir chaque erreur de Léa. J'ai essayé une fois de me rebeller, en lâchant « Pourquoi est-ce toujours de ma faute ?» Papa a rugi, sa main s'abattant sur la table si fort que toute la cuisine a tremblé. Ne sois pas irrespectueuse. En tant que fille aînée, tu es censée prendre tes responsabilités. Cette phrase s'est gravée dans ma mémoire comme une condamnation à perpétuité, me liant à porter non seulement mes propres erreurs, mais aussi celles de quelqu'un d'autre. Pourtant, le paradoxe était le suivant, même si Léa était favorisée à la maison, elle était toujours jalouse de moi à l'école. Je n'ai jamais cherché à être le centre de l'attention, mais d'une manière ou d'une autre, ma diligence tranquille faisait que les professeurs m'appréciaient et que mes camarades me faisaient confiance. En classe de 3e, j'ai rejoint le club d'art et j'ai gagné un prix de créativité. Le principal a même mentionné mon nom lors de l'assemblée du matin. Léa, qui était dans le même collège, se tenait parmi les élèves alors que je montais sur scène pour recevoir mon certificat. J'ai aperçu ses yeux briller d'une amertume qu'elle ne pouvait cacher. Plus tard à la maison, elle a ricané, « Tout ce que tu fais, c'est dessiner des choses inutiles. À quoi ça sert ?» Je suis restée silencieuse, mais au fond de moi, je savais que cette envie était loin d'être anodine. Le poids de tout cela s'est accumulé, créant un fossé qui s'est élargi chaque année. Quand Léa a reçu un téléphone tout neuf pour son anniversaire, je n'ai eu qu'un carnet avec le rappel « Apprends à économiser ». J'ai chéri ce carnet, le remplissant d'émotions et de croquis. Mais je ne pouvais nier la piqûre que je ressentais en voyant ma sœur exhiber son téléphone devant ses amis. Pour les étrangers, nous pouvions ressembler à une famille parfaitement normale, mais je connaissais la vérité. Je n'étais rien de plus qu'une ombre. De plus en plus, j'ai commencé à comprendre une chose. Le favoritisme ne consiste pas seulement à accorder un traitement de faveur à une personne. C'est aussi l'effacement complet de l'autre personne. J'existais, mais comme si j'étais invisible. Chaque effort était diminué, chaque petite erreur magnifiée en crime. Pendant ce temps, Léa,
protégée inconditionnellement, devenait de plus en plus certaine qu'elle pouvait manipuler n'importe quelle situation à sa guise. Ce sentiment de droit déformé a planté la graine du faux drame qu'elle mettrait plus tard en scène contre moi. Ce soir-là, j'étais en train de terminer une esquisse pour le club d'art. Dehors, le vent d'octobre s'infiltrait par les fentes de la fenêtre et faisait légèrement trembler le rideau. Je pensais que ce serait une soirée tranquille comme tant d'autres. Mais soudain, la porte de ma chambre s'est ouverte à la volée avec un grand bruit, me faisant sursauter. Mon père a fait irruption, le visage empourpré, suivi de ma mère et de Léa. Je n'avais même pas eu le temps de demander ce qui se passait que Léa a enfoui son visage dans ses mains, sanglotant, les épaules secouées. Je l'ai vu prendre de l'argent dans le portefeuille de papa. J'avais si peur. Je n'osais rien dire à personne. Mais maintenant, je ne peux plus le garder pour moi. Mon cœur s'est glacé. Un instant, le sang a cessé de couler. Je me suis levé d'un bond, balbutiant, « Quoi ? Léa, qu'est-ce que tu racontes ? » Je n'ai jamais. Mais papa n'écoutait pas. Il s'est précipité vers mon lit, ses mains rudes retournant les oreillers et les couvertures, plongeant son bras entre le matelas. Et puis, comme si tout avait été scénarisé, il a sorti une liasse de billets froissés et l'a jetée sur le sol, les yeux flamboyants de colère et de mépris. Voilà, la preuve est là. Tu veux encore nier. C'était comme si le sol avait disparu sous mes pieds. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Je savais que je n'avais jamais touché au portefeuille de mon père. Jamais même pensé à le faire. Pourtant, l'argent était maintenant dans ma chambre, sous mon oreiller, comme si je l'avais caché moi-même. Je me suis effondré à genoux, m'agrippant au bord du lit, les lèvres tremblantes. Je ne l'ai pas fait. Je le jure. Quelqu'un l'a mis là. Léa se tenait blottie contre notre mère, les larmes coulant sur son visage, sa voix tremblante mais étrangement claire. J'ai peur d'elle, papa. Tant de fois, elle m'a crié dessus, les yeux grands ouverts comme si elle voulait me frapper. Je n'osais rien dire, mais je sais qu'elle est capable de tout. Elle a parlé, puis a enfoui sa tête contre l'épaule de maman, mais ses yeux se sont tournés vers moi, lançant un rapide éclair de triomphe si vite que personne d'autre n'aurait pu le remarquer. Je l'ai vu clairement, car ce regard a percé ma peau comme une aiguille. Je me suis tourné vers ma mère, mes yeux implorants, mendiant de la compréhension, juste une goutte de confiance. Tout ce que j'espérais, c'est qu'elle s'avance, pose sa main sur mon épaule et dise qu'elle me croyait, que cela devait être clarifié. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée silencieuse, le visage tendu, les lèvres pincées, puis elle a fait un petit signe de tête à mon père, comme pour sceller un verdict. J'entendais mon cœur marteler dans ma poitrine, chaque battement me déchirant de l'intérieur. Je n'arrive pas à y croire, Chloé, a grondé mon père, sa voix résonnant dans la petite pièce. Tu oses voler dans cette maison et tu essaies encore de nier. J'ai été trop indulgent avec toi. Tu es ingrate, une ratée, tu perds ton temps avec des dessins inutiles au lieu d'apprendre à être une personne décente. Il a levé un doigt, le pointant droit sur mon visage, tandis que ma mère serrait Léa encore plus fort contre elle, murmurant « N'aie pas peur, ma chérie. Maman est là. » J'ai fondu en larmes, non pas à cause de l'accusation, mais parce que j'ai réalisé que rien de ce que je disais n'avait d'importance. Mes cris d'innocence se dissolvaient dans l'air, inaudibles. J'ai essayé de formuler une dernière supplique, ma voix s'étranglant dans ma gorge. S'il vous plaît, croyez-moi, je ne l'ai pas fait. Léa, tu connais la vérité. Mais elle ne fit que se blottir plus profondément contre l'épaule de maman, pleurant comme si elle était elle-même la victime. Mon père ne m'a pas donné une seconde de plus pour m'expliquer. Il s'est penché, a arraché le sac poubelle noir du coin de la pièce, y a fourré quelques vêtements, des chaussettes usées et une veste fine aux épaules élimées, puis l'a jeté violemment contre ma poitrine. Sa voix tonnait de rage. Prends ça et va-t'en. Cette maison n'abrite pas de voleurs. Ma mère se tenait derrière lui, ne disant rien, se contentant de serrer Léa plus fort contre sa poitrine, comme si c'était elle qui avait besoin de protection. J'ai regardé autour de moi la chambre qui avait été mon petit refuge, l'endroit où j'avais scotché mes dessins au mur et rempli des journaux de mes pensées. C'était maintenant devenu la scène d'un crime sans nom, et j'étais la condamnée. Mon père m'a saisi le bras et m'a traîné hors de la chambre. J'ai essayé de résister, de tourner la tête vers ma mère, cherchant un signe, un mot de protestation, mais elle a seulement détourné les yeux et tapoté le dos de Léa qui faisait semblant de sangloter.
Tout cela ressemblait à une pièce de théâtre mise en scène, et j'étais le seul personnage qui n'appartenait pas à cette scène. La porte d'entrée s'est ouverte, un courant d'air froid me cinglant le visage comme une lame, me faisant frissonner. Mon père m'a poussé dehors, le sac poubelle tombant au sol avec un bruit sec. Mes pieds nus ont touché le béton glacial, le froid remontant de mes plantes de pied le long de ma colonne vertébrale jusqu'à ce que je tremble jusqu'à la moelle des os. La porte s'est refermée derrière moi, le cliquetis sec et définitif de la serrure. À l'intérieur, la maison est devenue sombre et silencieuse, comme si je n'avais jamais existé. Je suis resté figé quelques secondes, mon souffle se transformant en nuage blanc dans l'air nocturne. J'ai voulu lever la main et frapper. J'ai voulu crier. Je ne l'ai pas fait. S'il vous plaît, écoutez-moi. Mais les images de mon père fouillant sous mon oreiller, du signe de tête de ma mère et de ses yeux froids sont revenus en masse. Je savais que même si je frappais jusqu'à ce que mes poings saignent, même si je criais jusqu'à ce que ma voix se brise, la seule réponse serait le silence ou quelque chose d'encore plus cruel. J'ai ramassé le sac poubelle, l'ai serré fort contre ma poitrine et j'ai descendu les marches en titubant. L'obscurité a englouti la rue vide. Les feuilles sèches raclaient le trottoir et le vent sifflait à travers la clôture en fer, me donnant la chair de poule. J'ai continué à marcher sans but, mes pieds nus pressant le pavé rugueux, chaque pas aiguisé de douleur. Mais je n'osais pas m'arrêter, car si je restais immobile, je craignais de faire demi-tour, de frapper à la porte et d'affronter à nouveau les yeux méprisants de mon père et le signe de tête froid de ma mère. J'ai marché jusqu'à ce que la faible lueur jaune du parc près de mon collège apparaisse. Ce n'était pas un endroit sûr, mais au moins il y avait des bancs et des arbres pour bloquer un peu le vent. Je me suis assise, adossant mon dos contre le banc, serrant le sac poubelle comme si c'était la seule chose qui me restait de mon ancienne vie. Mon estomac se tordait de faim, ma gorge était sèche et à vif. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais vraiment que moi-même. La nuit s'est éternisée. Chaque petit bruit me faisait sursauter, le bourdonnement lointain des voitures, un chien aboyant au bout de la rue, même le bruissement du vent m'agitait. J'ai sorti la veste fine du sac poubelle et l'ai enroulée autour de mes épaules. Mais le froid s'infiltrait quand même, rampant sur ma peau. J'ai ramené mes jambes sur le banc, les serrant fort contre ma poitrine, essayant de fermer les yeux. Mais au lieu de dormir, mon esprit tournait en boucle, rejouant sans cesse la scène de mon père trouvant l'argent sous mon oreiller. Les faux sanglots de Léa, ma mère se détournant. Ces images tournaient comme un film cassé, me tourmentant sans fin. De temps en temps, une forte rafale de vent soufflait, et je frissonnais si fort que tout mon corps tremblait. J'ai même pensé à y retourner, à me tenir à la porte, à les supplier de me laisser entrer. Mais alors, je revoyais le visage hargneux de mon père dans mon esprit. « Tu es une ratée. » J'entendais ma mère chuchoter à Léa, « N'aie pas peur, ma chérie. Maman est là. » Si j'y retournais, ce serait comme entrer à nouveau dans mon propre procès. Non, je ne pouvais pas. J'ai choisi de rester dans le parc, même si cela signifiait frissonner jusqu'à l'aube. Mes yeux ont dû se fermer sans que je m'en rende compte, le sommeil venant par fragments peu profonds et brisés. J'ai rêvé que je me tenais devant la maison, frappant à la porte. Mais à l'intérieur, mes parents riaient et parlaient joyeusement avec Léa, comme si je n'existais pas. Je criais, je pleurais, mais ma voix n'était rien de plus que le vent se dissolvant dans le néant. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant, des sueurs froides perlant sur mon front. L'obscurité m'entourait toujours, mais ce n'était pas un rêve. C'était la vérité brute et inébranlable. Quand la faible lueur de l'aube a filtré à travers les feuilles, je me suis retrouvé encore recroquevillé sur le banc du parc, les jambes engourdies, les orteils fissurés et bleuâtres. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour j'accueillerais le premier matin de ma vie d'errance de cette façon. Et le plus cruel n'était ni le froid, ni la faim. C'était la vérité. J'avais été rejeté par ma propre famille comme si je n'avais jamais été leur fille. Alors que le soleil montait, j'ai traîné mes pieds endoloris hors du parc. Le sac poubelle noir serré dans mes mains comme une preuve amère de mon rejet. Je ne savais pas où aller, mais mon premier instinct a été de me diriger vers la seule maison où je sentais encore que je pouvais frapper, celle de Camille. Elle était ma voisine depuis l'enfance, du même âge que moi. Et même si sa famille était stricte, nous partagions une amitié discrète mais solide. En boitant dans la rue familière, mon cœur s'est serré tout en vacillant d'une fragile étincelle d'espoir. Quand Camille a ouvert la porte, j'ai failli fondre en larmes. Ses yeux se sont écarquillés et elle m'a immédiatement fait entrer, demandant, à bout de souffle, « Chloé, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ?
Pourquoi as-tu l'air d'avoir dormi dans la rue? Tout ce que j'ai pu faire, c'est secouer la tête, ma voix épaisse de chagrin. Ils ne m'ont pas cru. Ils m'ont mise à la porte. Camille s'est mordu la lèvre, son regard rempli de tristesse. Sans un mot, elle m'a conduite à l'étage, a trouvé une paire de chaussettes épaisses et une couverture fine, et me les a tendues. Cette nuit-là, pour la première fois après ces heures interminables, je me suis allongé sur un vrai lit. L'odeur familière de sa couverture et la douce lueur jaune de sa lampe de chevet m'ont donné envie de pleurer à nouveau. Mais cette fois, c'était de soulagement. Je suis resté là quelques jours. Camille partageait secrètement ses sandwichs avec moi, me cachant de ses parents pour que je ne sois pas découverte. Mais aucun secret ne peut rester caché éternellement. Le 3e jour, la mère de Camille est passée par hasard devant la chambre et m'a vu assise sur le lit, serrant mon sac poubelle. Elle s'est figée, son visage se vidant de toute couleur. Ce soir-là, elle m'a appelé dans le salon. Sa voix était douce mais ferme. « Chloé, je tiens à toi, mais ta famille a des problèmes. Nous ne pouvons pas trop nous impliquer. Tu dois trouver un autre endroit où rester. Je ne veux pas d'ennui. » Je suis resté là, abasourdi, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Camille a fondu en larmes, suppliant « Maman, s'il te plaît. » Chloé n'a nulle part où aller. Mais les yeux de sa mère sont restés fixés sur moi, inébranlables et inquiets, comme si j'étais une bombe à retardement qui pouvait exploser à tout moment. Et c'est ainsi que je suis reparti. J'ai commencé mon cycle de nuit passé sur des canapés, chez différentes amies. Chez Juliette, je me suis recroquevillé dans une cave humide, l'odeur de moisi me faisant tousser toute la nuit. Chez Manon, je n'étais autorisé à dormir que sur le canapé du salon. Mais après 2 jours, son père a froncé les sourcils et a dit « Cette fille a encore des parents. Il n'y a aucune raison que nous nous occupions d'elle. » Je comprenais. Personne n'était obligé de m'accueillir. Progressivement, chaque fois que je demandais un abri, je n'avais qu'un mince espoir de passer une nuit de plus à l'abri de la pluie. Mais bientôt, les refus sont arrivés sous de nombreuses formes. Mes parents ne sont pas d'accord. Ce n'est pas pratique. Juste une nuit de plus, d'accord. La dernière nuit chez une amie, j'ai entendu ses parents se disputer dans la pièce voisine, leur chuchotement passant à travers le mur. Si nous continuons à laisser cette fille rester ici, nous pourrions être entraînés dans les histoires de la famille Martin. Je ne veux pas être impliqué. J'ai alors su qu'il était temps de partir. Il n'y avait aucun endroit qui m'accueillait vraiment. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été forcé de chercher des endroits que personne n'imaginerait jamais comme un lit pour une fille de 16 ans. La bibliothèque municipale est devenue mon refuge régulier. Je m'asseyais dans un coin caché au 2e étage, faisant semblant de lire jusqu'à ce que tout le monde parte. Quand le personnel passait pour annoncer la fermeture, je faisais comme si je partais aussi, puis je me glissais à nouveau à l'intérieur et me recroquevillais dans un coin sombre près des vieilles étagères. Les nuits à la bibliothèque n'étaient pas aussi froides que les rues, mais le silence me serrait le cœur. Je sursautais au moindre bruit, le grincement d'une porte, les pas du personnel de nettoyage. Mon sommeil venait par courtes rafales, toujours mêlé à la peur d'être découverte. Quand je ne pouvais pas rester à la bibliothèque, j'allais à la station-service près du collège. Là, les néons restaient allumés toute la nuit. Des rangées de chaises en plastique durent longer le mur, et les employés de nuit s'étaient habitués à mon visage après m'avoir vu tant de fois. Ils ne posaient pas de questions. Ils me jetaient juste un regard et me laissaient m'asseoir tranquillement. Je serrais mon sac poubelle contre ma poitrine, posant ma tête sur la table en plastique froid, essayant de dormir au milieu de l'odeur âcre de l'essence et du bourdonnement constant des pompes. Une fois, un chauffeur de camion m'a regardé longuement, ses yeux un mélange de pitié et de suspicion, et j'ai frissonné. J'ai remonté ma veste pour couvrir mon visage, prétendant que j'attendais juste que quelqu'un vienne me chercher. La faim est devenue une habitude pendant ces jours. Je survivais avec du pain bon marché acheté avec les quelques pièces que j'avais économisées, attrapant parfois des encas jetés des supérettes. Chaque fois que je voyais une famille entrer dans la station-service en riant, achetant de la nourriture chaude, puis repartir, ma poitrine se serrait. J'avais une famille aussi, avant. Aussi injuste qu'elle ait été, c'était quand même un toit au-dessus de ma tête. Maintenant, tout avait disparu, me laissant à la dérive. Une jeune fille de 16 ans perdue dans une vaste ville. Et plus je passais par des endroits, plus je réalisais une cruelle vérité. J'étais devenu un fardeau aux yeux de tous. Mes amis avaient pitié de moi, mais ne pouvaient m'aider que temporairement.
Tandis que les adultes craignaient toujours les ennuis. J'ai commencé à croire que j'étais peut-être vraiment invisible, que personne ne voulait me garder, et cela faisait plus mal que le froid ou la faim n'aurait jamais pu le faire. Le collège avait été le seul endroit où je sentais que j'avais une certaine valeur. L'endroit où mes dessins étaient accrochés dans le couloir. Où les professeurs souriaient et m'appelaient la fille la plus créative de la classe. Mais après la nuit où j'ai été mise à la porte, tout a changé si rapidement que je n'ai même pas pu reprendre mon souffle. La rumeur selon laquelle j'avais volé de l'argent à mon propre père a commencé à se faufiler dans tous les coins des couloirs, se propageant comme une traînée de poudre. En quelques jours, où que j'aille, j'entendais des chuchotements, mi-mépris, mi-pitié. C'est la fille Martin. J'ai entendu dire qu'elle a volé son père, a laissé échapper la voix d'une fille alors que j'entrais en classe. Pas étonnant qu'elle soit toujours si silencieuse. Mauvaise conscience, je suppose, a ajouté une autre voix. J'ai essayé d'ignorer, gardant la tête baissée sur mon cahier, mais chaque mot atterrissait dans mes oreilles comme de minuscules couteaux. Avant, j'avais quelques amis proches en plus de Camille, des personnes qui m'invitaient à déjeuner ou à travailler sur des projets de groupe. Mais après la rumeur, ces invitations ont disparu. Quand je m'approchais, elles déplaçaient leurs chaises ou faisaient semblant d'être occupées. Une fois, j'ai posé mon plateau repas à une table et un groupe de filles s'est levé en silence. Le grincement de leurs chaises était fort dans l'espace vide qu'elles laissaient derrière elles. Je me suis mordu la lèvre, déglutissant difficilement, faisant semblant de ne pas remarquer. Mais à l'intérieur, je me sentais voler en éclats. Il n'y avait pas que mes camarades de classe. Même les professeurs que j'admirais ont changé. Ma professeure de français, celle qui m'avait un jour encouragé à soumettre mes écrits à un concours national, me regardait maintenant avec une expression distante. Quand j'ai rendu un devoir en retard parce que j'avais dormi à la station-service la veille, elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste secoué la tête. Chloé, vous devez être plus responsable. J'ai voulu m'expliquer, mais l'épuisement m'obstruait la gorge. Ma professeure de sport, qui avait toujours loué mon endurance, ne faisait que froncer les sourcils quand je demandais à être dispensé parce que j'étais trop faible. Si vous ne voulez pas participer, dites-le simplement. Ne cherchez pas d'excuses. J'ai alors compris qu'aux yeux des adultes, la rumeur était devenue vérité. Personne ne m'a demandé de preuves parce que personne ne s'en souciait. La solitude au collège était accentuée par de petits actes malveillants. Un grand joueur de basket qui avait bavardé avec moi à la cafétéria l'année dernière m'a délibérément heurté l'épaule alors que je marchais dans le couloir. Vaut mieux que je surveille mon portefeuille, a-t-il ricané, son rire moqueur résonnant dans le corridor. Ses amis ont éclaté de rire, me laissant figé, le cœur battant et le visage en feu. Je n'ai pas osé réagir. Je me suis seulement penché pour ramasser mes cahiers éparpillés, les mains tremblantes. Mon silence ne faisait que les réjouir davantage. Et à ce moment-là, j'ai senti que j'étais vraiment devenu une ombre pitoyable, un amusement bon marché pour les autres. L'heure du déjeuner était la pire. J'avais l'habitude de m'asseoir à des tables avec Camille ou quelques autres amis, mangeant et parlant des devoirs. Mais maintenant, même Camille ne pouvait pas toujours s'asseoir avec moi. Sa mère avait commencé à le remarquer et s'inquiétait d'être impliquée. Je me traînais dans la cafétéria avec un plateau ne contenant qu'une petite brique de lait et un paquet de crackers achetés avec les quelques pièces qui me restaient. Les tables en plastique bourdonnaient de rire et de bavardage, mais tout cela me semblait inaccessible. Je choisissais un coin éloigné, m'asseyant en silence. Mon estomac se tordait et gargouillait si fort qu'on aurait dit qu'il allait se retourner, mais ma bouche ne voulait pas manger. Je restais juste là, à regarder les assiettes de pizza, les hamburgers et les tas de frites devant mes camarades, l'odeur remplissant la pièce. Je pensais autrefois que les repas du collège étaient ordinaires. Maintenant, ils étaient devenus une forme de torture. Une fois, j'ai remarqué deux garçons assis à proximité, chuchotant, leurs yeux se tournant vers moi. J'ai entendu dire que ses parents l'ont mise à la porte. Je parie qu'elle dort à la rue quelque part, ricana l'un d'eux. Ouais, regarde ce sac en lambeaux qu'elle transporte. Une vraie clocharde, répondit l'autre, et ils rirent tous les deux. J'ai serré le sac poubelle noir que je devais toujours transporter partout car il contenait tout ce que je possédais. J'ai voulu crier, leur dire que je n'avais rien volé, que j'étais juste une victime. Mais je savais que personne n'écouterait, et si je criais, il ne ferait que rire plus fort. La faim et la solitude se mélangeaient, m'étouffant à chaque respiration. La nuit, je me traînais à la bibliothèque ou à la station-service, forçant quelques crackers secs dans mon estomac.
Le jour, j'étais assise en classe avec mon estomac gargouillant assez fort pour me trahir. J'ai commencé à griffonner dans mon petit carnet, non plus des dessins, mais des phrases brisées, une façon de m'accrocher à ma santé mentale. Je n'ai pas tort. Je n'ai pas volé. Je dois survivre. C'étaient les mots que je me répétais comme un serment silencieux. Mais peu importe combien de fois je me le rappelais, la vérité restait dure. J'avais perdu ma famille, et maintenant je perdais lentement ma place au collège aussi. J'étais poussé dehors de l'intérieur comme de l'extérieur, comme une enfant sans maison, sans amis, sans personne pour croire en moi. Et juste au moment où il semblait que je ne pouvais pas tomber plus bas, quelque chose d'encore plus cruel est apparu. Les adultes, les personnes même qui étaient censées me protéger, ont commencé à me tourner le dos également. Après une semaine à errer dans le collège comme une ombre, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à endurer cela seul. Les rumeurs ne s'étaient pas calmées. Elles n'avaient fait que s'étendre. Chaque fois que je marchais dans le couloir, je sentais des yeux sur moi et j'entendais des chuchotements me transpercer les oreilles. J'ai pensé que si je disais la vérité à un adulte, quelqu'un avec de l'autorité au collège, les choses changeraient. Ce matin-là, j'ai rassemblé tout mon courage et je suis allé au bureau du conseiller d'orientation. La petite pièce sentait légèrement le café et le papier d'imprimante. Le conseiller, une femme d'âge moyen avec des lunettes, a levé les yeux vers moi quand j'ai frappé doucement à la porte. Je me suis assise sur la chaise, mes mains tremblant autour de mon carnet. Je lui ai tout raconté. La nuit où mes parents ont fouillé ma chambre, les fausses larmes de Léa, le fait d'être jeté dehors dans le froid. J'ai juré encore et encore que je n'avais pas pris d'argent, que quelque chose d'injuste se passait. Elle a écouté, hochant la tête, murmurant de temps en temps, Quand j'ai enfin arrêté, les yeux rouges et attendant un réconfort, elle a seulement soupiré. Chloé, je crois que vous traversez beaucoup de difficultés. Mais sans preuve concrète, personne ne peut vraiment rien faire. Mon conseil est de vous concentrer sur vos études et d'essayer de ne pas laisser vos problèmes familiaux vous affecter. Cela passera. Cette réponse m'est tombée dessus comme une lourde pierre. J'ai voulu crier, comment cela peut-il passer alors que tout le monde pense que je suis une voleuse? Mais je suis restée assise là, vide à l'intérieur, sachant qu'une autre porte s'était fermée. Je suis sorti du bureau, les pas lourds, sentant que le monde des adultes n'était que des murs de silence. Cette nuit-là, j'ai décidé d'essayer d'appeler ma tante, la sœur cadette de ma mère, qui vivait dans une ville à environ 1 heure de route. J'espérais qu'au moins elle m'écouterait et m'offrirait une issue. À l'autre bout du fil, elle est restée silencieuse un moment après avoir entendu mon histoire, puis a parlé doucement. Chloé, je comprends, mais tu ne devrais pas en faire toute une histoire. La meilleure chose à faire est de rentrer à la maison et de t'excuser. Les adultes peuvent avoir tort, mais en tant qu'enfant, tu devrais céder. C'est comme ça que les choses restent paisibles. J'étais stupéfaite. M'excuser alors que je n'avais rien fait. J'ai essayé de dire, mais je n'ai pas pris l'argent. Je ne peux pas avouer le crime de Léa. Ma tante m'a coupé. La vie n'est pas juste, ma chérie. Si une excuse peut maintenir le calme dans la famille, alors tu devrais le faire. Ne te bats pas contre tes parents. Sa voix sonnait comme un conseil. Mais à mes oreilles, c'était un couteau, confirmant que personne ne se souciait de la vérité, seulement du silence. Le lendemain, alors que j'étais assise sur le banc près de la bibliothèque, j'ai entendu une voix familière m'appeler. En levant les yeux, j'ai vu mon père. Il se tenait là, les bras croisés, les yeux remplis de colère et d'autorité. Un frisson m'a parcouru l'échine. Il s'est approché, sa voix sèche et tranchante. Tu m'as assez embarrassé. Rentre à la maison maintenant. Mais d'abord, tu vas admettre que tu as pris l'argent. Tu vas t'excuser auprès de moi, de ta mère, de Léa. C'est seulement alors qu'il y aura la paix. J'ai tremblé, mais j'ai quand même essayé de rassembler les derniers restes de force en moi. Je ne l'ai pas fait. Je ne peux pas avouer quelque chose que je n'ai pas fait. Son visage est devenu rouge, son poing s'est serré. Il s'est penché, ses mots sifflant entre ses dents. Si tu n'obéis pas, j'appellerai la police. Je dirai que tu as volé de l'argent et que tu t'es enfui. J'ai plein de gens qui témoigneront. Tu veux finir en prison? Mon cœur est tombé dans un abîme. J'ai réalisé que pour mon père, la vérité ne signifiait rien. Il ne voulait pas savoir si j'étais innocente ou non. Il voulait juste que je m'agenouille, que j'admette ma culpabilité,
pour restaurer l'image d'une famille modèle devant les voisins et la communauté de l'église. Quand j'ai regardé dans ses yeux, je n'ai vu que de la froideur, du vide. Il n'était plus le père que j'avais autrefois espéré qu'il me protège. Il était juste quelqu'un qui voulait tout contrôler, y compris ma vérité. J'ai reculé, ma voix affirmée. Si vous voulez appeler la police, allez-y. Je n'avouerai pas. Je n'ai pas volé. Je me suis retourné et je suis parti, les pieds lourds comme s'ils étaient lestés de pierre. Derrière moi, je l'ai entendu crier, « Tu le regretteras, Chloé. Tu le regretteras. » Mais cette fois, je ne me suis pas arrêté. Cette nuit-là, je suis retourné à la station-service, l'esprit tourbillonnant sous sa menace. Je m'imaginais menottée, marquée comme une criminelle, tout ça à cause d'un mensonge. Mais au fond de moi, je savais qu'aux yeux de mon père, la vérité était morte depuis longtemps. Il ne cherchait pas la justice. Il voulait juste que je me rende. Et à ce moment précis, au milieu de l'odeur d'essence et des néons vacillants, je me suis juré que je ne le laisserais jamais, lui ni personne d'autre, me prendre ma voix à nouveau. Je pensais avoir touché le fond après que mon père m'ait menacé d'appeler la police. Mais un abîme encore plus profond m'attendait. Un vendredi après-midi, alors que je sortais péniblement du cours d'art plastique, mes chaussures usées tenant à peine au talon, Léa est apparue. Elle était adossée à la rangée de casiers dans le couloir, les cheveux attachés haut, l'uniforme impeccable, ressemblant exactement à la fille modèle dont mes parents se vantaient toujours. Alors que je passais, elle a esquissé un sourire. « Oh, regarde. La ratée ose encore venir au collège », a dit Léa d'une voix mielleuse, assez fort pour que quelques élèves se retournent. Je me suis figé, le cœur battant dans ma poitrine. Ses yeux brillaient de plaisir, comme un chasseur qui a enfin acculé une proie affaiblie. Tout le monde me croit, Chloé. De nos parents aux professeurs, même tes amis. Tu n'es qu'une menteuse, une voleuse, une ratée. J'ai dégluti et j'ai essayé de garder ma voix stable. Pourquoi ferais-tu ça? Tu sais que je n'ai pas pris l'argent. Léa a alors ri, un son cassant et creux comme du verre brisé. Elle s'est approchée et a murmuré, juste assez fort pour que je l'entende et personne d'autre. Oui, c'est moi qui ai mis l'argent sous ton oreiller. Je voulais que tu partes, et tu es parti. Plus facile que je ne le pensais. Je suis resté là, abasourdi. Ces mots se sont enfoncés en moi comme une lame froide. Tous les soupçons, toute la douleur des dernières semaines étaient maintenant confirmés par sa propre bouche. J'ai chancelé et je me suis agrippé à la porte du casier pour me stabiliser, regardant le visage de Léa s'illuminer de triomphe. Elle a incliné la tête, ses yeux brillants comme des rasoirs. Et écoute, si jamais tu ouvres la bouche, j'inventerai autre chose. Je dirai que tu m'as frappé. Je pleurerai. Je créerai des preuves. On t'enverra directement en maison de correction. Tout le monde me croira. Personne ne croit une ratée à la rue comme toi. J'ai senti tout mon corps se glacer, comme si je venais d'être plongé dans un lac gelé. Ma respiration est devenue saccadée. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le sac poubelle noir que je transportais toujours partout. J'ai voulu riposter, lui crier au visage que la vérité triompherait. Mais dans ses yeux vifs et brillants, j'ai vu une cruauté à l'état pur. Léa n'était plus seulement la petite sœur que mes parents choyaient. Elle était devenue quelqu'un qui pouvait manipuler le monde entier autour de moi avec quelques fausses larmes. Un groupe d'élèves est passé, leurs yeux se tournant vers nous avant de détourner le regard. Personne ne s'est arrêté, personne n'a demandé. Léa et moi étions comme deux ombres dans un coin caché, l'une triomphante, l'autre tremblante. J'ai baissé la tête, essayant de ravaler mes larmes, mais sa voix continuait de se déverser dans mes oreilles. Ne sois pas stupide, Chloé. Le silence est la seule chose qui puisse te sauver. Souviens-toi de ça. Elle s'est retournée et s'est éloignée, d'un pas assuré, sa queue de cheval se balançant derrière elle, me laissant là, le cœur serré. Je ne sais pas combien de temps je suis resté. Tout ce que je sais, c'est que lorsque la cloche de la fin des cours a sonné et que le couloir s'est vidé, j'étais toujours appuyé contre les casiers, l'esprit en ébullition. Ces mots se sont gravés en moi comme des sculptures dans la pierre. C'est moi qui ai planté l'argent. Je voulais que tu partes. Je savais que je ne pouvais le dire à personne. Sans preuve, son histoire serait crue et je sombrerais encore plus profondément. Des semaines après cette rencontre venimeuse avec Léa, j'ai continué mes jours d'errance, survivant aux nuits à la bibliothèque et sur les chaises en plastique froide de la station-service.
Je ne savais pas que pendant que je m'accrochais à des miettes de nourriture et à l'espoir fragile de ne pas être complètement invisible, une autre vérité attendait de faire surface, et la personne qui en serait témoin était la dernière à laquelle on aurait pu s'attendre, Mamie Madeleine. Ce soir-là, Mamie organisait un petit dîner dans sa maison de banlieue. Sa maison en briques rouges était nichée parmi des rangées d'érables perdant leurs feuilles d'automne, une lumière jaune et chaude s'échappant des fenêtres, rayonnant de paix. Je n'étais pas là. Ma mère lui avait dit que j'assistais à un important séminaire scientifique organisé par le collège. Un mensonge conçu pour cacher la vérité que j'errais dans les rues. L'a-t-elle cru? Peut-être qu'extérieurement, elle a fait semblant, mais au fond d'elle, elle s'accrochait à son habitude d'observation silencieuse. Et cette fois, cette habitude même est devenue un tournant. Léa, bien sûr, était la star de la soirée. Elle portait une robe en tricot de couleur crème, les cheveux soigneusement attachés, se délectant des éloges sans fin de notre mère. Ma fille a l'air si mature, roucoulait maman. Papa hochait la tête fièrement, se vantant des résultats scolaires de Léa, aussi peu nombreux soient-ils, mais toujours un insigne brillant à ses yeux. Mamie Madeleine était assise en bout de table, silencieuse, ses yeux vifs suivant chaque mouvement. Le dîner semblait calme, ordinaire, jusqu'à ce que Léa sorte son téléphone et lance un appel FaceTime avec une cousine vivant dans une autre région. Je n'étais pas là, mais plus tard, Mamie me l'a raconté, et je pouvais l'imaginer clairement. L'écran s'est allumé, des salutations joyeuses ont rempli l'air. Léa a baissé la voix, mais pas assez pour que les personnes assises à proximité ne puissent pas entendre. Elle a souri, ses yeux brillants de malice. « Tu ne vas pas le croire, » rit-elle. Je lui ai joué le tour parfait, j'ai glissé l'argent sous son oreiller, j'ai pleuré un peu, et tout le monde m'a cru. Maintenant, elle a disparu de la maison, du collège. Il ne reste personne pour la défendre. À ce moment-là, la cuillère de Mamie Madeleine s'est figée en l'air. Personne ne l'a remarqué, mes parents étaient trop occupés à se sourire, fiers que Léa ait gagné leur confiance absolue. Mais à l'intérieur de Mamie, une tempête commençait à se lever. Elle n'a pas interrompu, n'a pas crié, n'a pas frappé la table. Au lieu de cela, elle a discrètement posé son iPad sur la table, a tapoté quelques fois et a ouvert l'enregistreur vocal. Les mots de Léa ont été capturés, chaque syllabe, claire et indéniable. Elle est restée assise avec la même expression calme, ressemblant pour tout autre observateur à une vieille femme écoutant les bavardages d'enfants. Mais à l'intérieur, chaque muscle de son corps était tendu. Chacune des confessions de Léa lui transperçait le cœur comme un couteau. La petite fille gâtée était devenue quelqu'un de si cruel, si disposée à détruire sa propre sœur. Mamie a pensé à moi, à mes yeux calmes, ma voix faible, le regard d'une enfant abandonnée, et sa poitrine s'est serrée de douleur. Léa continuait de se vanter à l'écran. Elle se croyait intelligente, mais elle est juste stupide. Tout le monde me croit, nos parents, les professeurs. Personne n'est de son côté. Ce n'est qu'une ratée. Son rire a retenti, fort et clair, faisant écho dans la pièce. Mes parents étaient assis là, rayonnants, inconscients du venin sous les mots. Mais Mamie a entendu chaque nuance, chaque sous-entendu cruel. Quand l'appel s'est terminé, Léa a posé le téléphone et a repris son repas comme si de rien n'était. Mamie a discrètement glissé l'iPad dans son sac, sa main tremblant légèrement, mais ses yeux fermes. Elle n'a pas parlé pendant le reste du dîner, sirotant seulement son thé, jetant de temps en temps un regard à Léa qui bavardait à propos du collège. Mes parents n'ont rien remarqué d'inhabituel. Mais à l'intérieur de Mamie, une décision avait déjà été prise. Cette nuit-là, après que tout le monde soit rentré, Mamie est restée seule dans le salon. La lumière de la lampe tombait sur son visage ridé, mais ses yeux brillaient, vifs et inébranlables. Elle a posé une main sur sa poitrine, sentant son cœur s'accélérer. « Seigneur » a-t-elle murmuré. Chloé est vraiment innocente. Une larme chaude a glissé sur sa joue, non pas de faiblesse, mais de fureur et de chagrin. Elle savait qu'à partir de ce moment, elle ne pouvait plus rester silencieuse. La vérité devait être mise en lumière, et c'est elle qui le ferait. À l'intérieur d'elle, des vagues d'émotions s'agitaient, mais son visage restait calme comme un lac immobile. C'était la force que seule une femme qui avait enduré une vie de douleur et de perte pouvait posséder. Elle savait que si elle les confrontait directement maintenant, mes parents nieraient tout, et Léa pleurerait et déformerait à nouveau l'histoire. Mais avec la preuve entre ses mains, elle avait l'avantage. Elle choisirait le moment et la manière pour que la vérité fasse surface, afin qu'une fois révélée, elle ne puisse plus jamais être enterrée.
Le lendemain matin, alors que la rosée s'accrochait encore aux marches en ciment à l'extérieur, Mamie Madeleine, vêtue de son manteau en tricot anthracite, a noué un foulard en soie autour de son cou et a conduit sa vieille voiture jusqu'à l'église en briques rouges au coin de la rue de la République. Elle a envoyé un court message à ma mère. « Retrouve-moi dans la salle de prière après le service du matin. » Ma mère est arrivée à l'heure, légèrement maquillée, serrant une Bible reliée en cuir comme si c'était un symbole de l'image de famille modèle qu'elle s'efforçait de préserver. Le couloir de l'église était silencieux, l'odeur du chêne mêlée à la cire de bougies adoucissant l'air. Les vitraux projetaient des taches éparses de vert et de rouge sur le sol, comme des fragments de vérité attendant d'être assemblés. Mamie Madeleine a conduit ma mère dans la petite pièce derrière la chaire, a fermé la porte, a tiré le lourd rideau et a posé l'iPad sur la table. Sa voix était basse, non pas forte, mais ferme. « Assieds-toi, Isabelle. J'ai besoin que tu écoutes quelque chose. Écoute simplement. Pas d'excuses, pas d'interruption. » Ma mère a paru surprise, fronçant les sourcils. « Je suis de service ce soir. On peut faire vite ? J'ai beaucoup de choses à faire. » Mamie n'a pas répondu. Elle a ouvert l'application d'enregistrement. Le son a d'abord joué le vague cliquetis de la vaisselle, puis la voix de Léa, douce et suffisante, chaque mot comme une épingle. « Tu ne vas pas le croire. Je lui ai joué le tour parfait. J'ai glissé l'argent sous son oreiller, puis j'ai fait semblant de pleurer, et tout le monde m'a cru. Maintenant, elle a disparu de la maison, du collège. Personne ne la défend. » La pièce semblait rétrécir. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Ses mains ont agrippé la Bible si fort que ses jointures sont devenues blanches. Elle a légèrement secoué la tête. « Non, ce n'est pas possible, Maléa. » Mamie Madeleine n'a rien dit et a appuyé à nouveau sur lecture. Ce qui a suivi a frappé comme un autre coup de marteau. Si jamais elle ouvre la bouche, j'inventerai quelque chose. Je dirai qu'elle m'a frappé. Tout le monde me croira. Cette fois, ma mère n'avait plus rien à quoi se raccrocher. Chaque couche de maquillage et chaque histoire sur le maintien des apparences se sont effritées comme du vieux plâtre. Elle a posé ses mains sur la table, a haleté, puis s'est affaissée sur la chaise en bois alors que les larmes coulaient de manière incontrôlable. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ? Chloé. Cet enfant. » Et pourtant sa phrase s'est brisée comme une corde tendue qui casse. Mamie se tenait à côté d'elle, les yeux à la fois sévères et pleins de pitié. « Tu n'as pas seulement eu tort, Isabelle. Tu as laissé une enfant innocente dans la rue, dans le froid, par orgueil et parce que tu as cru à de fausses larmes. Et sais-tu quoi ? Tu dois plus qu'une excuse à Chloé. Tu lui dois la vérité. » Ma mère a essuyé ses larmes, sa voix brisée. « Que veux-tu que je fasse ? Je l'appellerai. Je m'excuserai. Je vais. » Mamie l'a coupée, décisive. « Ce n'est pas suffisant. Une excuse privée ne restaurera pas l'honneur que toi et Didier lui avez arraché devant les voisins, les professeurs, toute la communauté de l'église. Tu dois rétablir publiquement le nom de Chloé. Aujourd'hui. » Ma mère a levé les yeux, paniquée. « Publiquement ? Maman, Didier va devenir fou. Et le groupe de l'église, les voisins, mes amis de la chorale ? Ma grand-mère s'est penchée en avant, plongeant son regard dans celui de sa fille. « C'est parce que tu craignais ces gens que tu as choisi le mensonge. Maintenant, tu dois choisir à nouveau. La vérité ou les apparences ? » La pièce est devenue lourde. Le seul son était le tic-tac de l'horloge sur le mur. Ma mère a sangloté un peu plus longtemps, puis a hoché la tête, son premier signe de tête non pas pour se ranger du côté de son mari ou pour protéger sa plus jeune fille, mais pour se rendre à sa propre conscience. « D'accord, je le ferai. Je vais l'écrire tout de suite. » Mamie a basculé l'iPad sur l'application de notes et l'a poussé sur la table. « Écris. Sois clair. Pas d'évasion, pas de rejet de la faute. Dis la vérité. Excuse-toi auprès de Chloé et de tous ceux que tu as trompés, et poste-le sur Facebook et dans le groupe de l'église. » Les mains de ma mère tremblaient alors qu'elle tapait. « Moi, Isabelle Martin, confesse que ma fille cadette, Léa Martin, a faussement accusé sa sœur, Chloé Martin, d'avoir volé de l'argent. J'ai cru à ce mensonge et j'ai agi à tort, causant un préjudice grave à Chloé. Je m'excuse sincèrement auprès de Chloé et de la communauté pour mon comportement irréfléchi et injuste.
Nous prendrons l'entière responsabilité de corriger cette erreur et de restaurer le nom de Chloé au collège et devant la communauté. Mamie a lu chaque mot et a hoché la tête. Ajoute que Didier et Léa publieront également des reconnaissances et inclut la confirmation que nous avons des preuves enregistrées. Ma mère a dégluti difficilement, ses doigts tapant chaque phrase comme s'ils arrachaient des épines de sa gorge. Quand la publication a été terminée, elle a joint une image du fichier audio, non pas publié publiquement, mais avec une note, les preuves ont été partagées avec des adultes de confiance de la famille et seront utilisées si nécessaire. La voix de mamie était ferme. Maintenant, appelle Didier. Fais-le venir ici, à l'église. Je ne tolérerai pas une autre dissimulation. Une demi-heure plus tard, mon père est entré. L'odeur d'huile de moteur et de vent froid s'accrochait à son manteau, son visage tordu d'irritation. Qu'est-ce qui est si urgent pour que tu me fasses quitter le travail? Mamie n'a pas perdu de temps. Elle a appuyé sur lecture. La petite pièce s'est de nouveau remplie de la confession de Léa, nette et indéniable, chaque mot assez tranchant pour couper. L'expression de mon père est passée de l'irritation au silence stupéfait. Il a regardé ma mère, puis mamie, et après une longue pause, a finalement marmonné, nous. Nous ne pouvons pas publier ça publiquement. J'ai une réputation dans le groupe de l'église. Des clients qui? Les clients ne sont pas plus importants que l'enfant que tu as jeté à la rue. La voix de mamie Madeleine a tranché, ses yeux comme de lames. Tu mettras ton nom sur cette publication, Didier. Si tu choisis les apparences plutôt que la vérité, j'apporterai cet enregistrement directement au pasteur et à l'aide sociale à l'enfance. Mon père s'est raidi, la mâchoire serrée, puis a baissé la tête. Il a signé. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Cet après-midi même, la publication est apparue sur les pages Facebook de ma mère et de mon père, ainsi que dans le groupe local de l'église. En quelques minutes, les commentaires ont afflué comme la pluie après une sécheresse. Mon Dieu, pauvre Chloé. Où a-t-elle été tout ce temps? À quoi pensiez-vous? Envoyer votre fille de 16 ans à la rue? Léa doit être tenue pour responsable et recevoir une aide psychologique immédiate. J'ai vu une fois Chloé peindre une fresque à la bibliothèque. Une fille si gentille. Didier, tu prêchais sur la discipline familiale dans la fraternité des hommes. Et maintenant? Chaque commentaire était comme une gifle contre la façade digne que mon père avait portée si longtemps. Son téléphone vibrait sans cesse. Collègues, clients, hommes du groupe de l'église, copains de pêche du week-end, tous demandant la même chose. Est-ce que c'est vrai? Il balbutiait, cherchant des excuses sur un malentendu. Mais une fois que la fumée sort de la cheminée, elle tache le plafond. On ne peut pas la remettre dedans. Le silence autoritaire qu'il avait autrefois utilisé pour m'écraser est soudain devenu un silence humiliant devant la communauté. Son autorité, bâtie sur la peur et les apparences, s'est brisée comme une vitre frappée par une pierre. Au collège, ma mère a immédiatement rédigé un email au principal et au conseiller d'orientation. Notre famille retire officiellement toutes les accusations contre Chloé Martin. Nous avons des preuves claires qu'elle a été faussement accusée. Nous demandons que son dossier disciplinaire soit corrigé et qu'une déclaration officielle de son innocence soit diffusée à sa professeure principale et à tous les départements concernés. Nous nous excusons sincèrement d'avoir permis à une rumeur de nuire à son environnement éducatif. Mamie se tenait derrière elle, lisant chaque ligne attentivement, puis a insisté pour qu'elle ajoute une lettre distincte adressée directement à la professeure de français et à la professeure de sport, celle qui m'avait regardé avec suspicion, afin qu'elle sache exactement où elle s'était trompée. Quand ces emails ont été envoyés, mamie s'est enfin assise lentement, sa main reposant sur l'iPad, expirant longuement comme si elle avait repoussé une tempête. Ce soir-là, dans le groupe de l'église, le pasteur a posté un autre message. La vérité nous rend libres, mais seulement lorsque nous osons y faire face. Était jointe une invitation à la prochaine réunion communautaire où mes parents devraient se lever et s'excuser devant tout le monde. Quand mon père a lu cela, son visage est devenu pâle. Il s'est tourné vers ma mère, sa voix se brisant. Nous avons tout perdu. Ma mère a relevé la tête, les yeux rouges mais secs, et a parlé avec un calme étrange. Non, on nous a donné une chance de faire ce qui est juste. Ce qui reste est ce que nous devons apprendre à laisser partir. Dans la maison tranquille de mamie, parmi les photos de famille soigneusement disposées sur l'étagère, je n'étais pas là pour assister au moment où le pouvoir de mon père s'est dissous comme du sel dans l'eau. Mais je croyais que quelque part, parmi le flot de commentaires et les excuses envoyées en un seul après-midi, une porte s'était ouverte.
Pas une porte me suppliant de revenir, mais une porte qui me rendait ce qui m'avait été enlevé, mon nom, ma voix et la vérité de mon côté. Et c'était Mamie Madeleine, avec sa paume ferme comme la pierre et un amour féroce et silencieux, qui avait posé sa main sur ce loquet et l'avait ouvert à la lumière. Ce soir-là, après que les publications eurent secoué toute la communauté et que mon père n'eut plus de visage à montrer, Mamie est venue me chercher. J'étais assise dans un coin caché de la bibliothèque, penchée sur mon carnet de croquis, quand j'ai entendu une voix douce à la porte. Chloé. J'ai levé la tête, les yeux piquants par manque de sommeil, et j'ai vu cette silhouette familière, ma grand-mère dans son manteau en tricot anthracite, petite de taille, mais les yeux aussi fermes que s'ils n'avaient jamais vieilli. J'ai laissé tomber mon stylo et je me suis levé. À cet instant, je n'ai pas pu me retenir. J'ai couru vers elle et je l'ai serrée dans mes bras. La chaleur de son corps mince s'est répandue en moi, si différente du froid coupant de la peau à l'extérieur. Elle a murmuré, « Je sais, ma chérie. Je connais la vérité maintenant. » Mes larmes ont trempé son écharpe en laine, et dans cette étreinte, pour la première fois en des mois, je me suis senti complètement cru. Mamie m'a ramené dans sa maison de banlieue. La maison en briques rouges, avec son porche en bois familier et ses lumières jaunes chaudes se déversant sur les marches, ressemblait au refuge dont j'avais tant besoin. Elle a préparé un lit propre pour moi, a sorti une nouvelle paire de chaussettes en laine et m'a servi le premier vrai dîner que j'avais eu depuis des semaines. J'ai mangé et pleuré en même temps, tandis qu'elle restait assise là, les yeux doux, sans m'interrompre, sans me presser de questions, me laissant libérer tout ce qui avait été enfermé en moi. Une semaine plus tard, elle a décidé d'organiser une réunion de famille dans son salon. Mes parents ont été contraints d'y assister. Leur réputation avait été réduite à néant, et Mamie Madeleine était la seule personne qu'ils n'osaient plus défier. Léa est venue aussi, le visage pâle, dépouillée de la confiance suffisante qu'elle portait autrefois comme une armure. J'étais assise au milieu du cercle familial, mais pour la première fois, je n'étais pas celle qui était cernée. Mamie était assise à côté de moi, sa main serrant la mienne comme une encre solide. Elle a commencé, sa voix calme mais ferme. Aujourd'hui n'est pas fait pour se disputer. C'est pour réparer les choses. Chloé a assez enduré. À partir de maintenant, tout doit être clair. Elle m'a fait signe de parler. J'ai pris une profonde inspiration, mon cœur battant la chamade, mais ma voix ne tremblait plus. Regardant droit mes parents, j'ai dit, d'une voix claire et nette, premièrement, vous devez envoyer un email officiel au collège. Pas seulement des excuses privées pour moi, mais une déclaration rétablissant mon nom devant mes professeurs et mes camarades. Ils m'ont considéré comme une voleuse, et je ne laisserai pas cela durer un jour de plus. Ma mère a baissé la tête, les lèvres tremblantes. J'ai déjà envoyé une lettre. Pour la première fois de ma vie, je l'ai coupée. Pas suffisant. Je veux une lettre officielle de vous deux. Signée par vous deux. Et le contenu doit être explicite. J'ai été faussement accusé. Léa a fabriqué l'histoire. Plus d'ambiguïté. La mâchoire de mon père s'est crispée, son visage devenant rouge. Tu en demandes trop, Chloé. Pour qui te prends-tu pour faire des exigences à tes propres parents? J'ai croisé son regard, les paumes serrées, mais ma voix ferme. Je suis l'enfant que vous avez jeté dehors dans la nuit d'octobre. Je suis celle que tout le collège a tournée en dérision pour un crime que je n'ai jamais commis. Et maintenant, je suis la seule qui ait le droit d'exiger cela. Si vous refusez, Mamie a des preuves et toute la communauté connaîtra encore plus la vérité. Voulez-vous découvrir ce qui se passera alors? Mon père est resté silencieux. J'ai vu sa mâchoire tressaillir, sa main serrée si fort que des veines bleues sont apparues sous la peau, mais il n'a pas pu sortir un autre mot. La preuve était suspendue au-dessus de lui comme une épée de Damoclès. Un petit coup et elle s'abattrait. Je me suis tourné vers Léa. Elle gardait la tête baissée, ses doigts tortillant l'ourlet de sa robe. Tu dois t'excuser directement. Pas par l'intermédiaire de maman, pas avec quelques phrases fausses. Tu dois me regarder dans les yeux et le dire. Léa s'est mordu la lèvre, silencieuse un long moment, puis a levé la tête, les yeux humides, mais encore légèrement réticents. Je suis désolé. Je t'ai piégé. Je voulais juste. Je l'ai coupé. Peu importe ce que tu voulais. Ce qui compte, c'est que tu m'as détruite et que j'ai vécu des jours que tu n'aurais jamais dû avoir le droit d'imposer à quiconque. La pièce est devenue silencieuse. Mamie m'a regardé et a fait un petit signe de tête, ses yeux brillant d'une fierté discrète.
J'ai continué, ma voix plus basse mais ferme. Et enfin, s'il y a une prochaine fois. Si jamais quelqu'un dans cette famille me fait du mal à nouveau, me rabaisse ou me sabote, je couperai tout contact, définitivement. Il n'y aura pas de seconde chance. Ma mère a fondu en sanglots, ses mains tremblantes couvrant son visage. Mon père s'est détourné comme pour s'échapper de la pièce, mais ne trouvant nulle part où aller. Léa est restée figée, les larmes coulant, mais personne ne s'est précipité pour les essuyer cette fois. Le pouvoir avait changé de camp. Je n'étais plus l'enfant réduite au silence par des regards sévères ou des ordres criés. J'étais Chloé, 16 ans, celle qui pouvait regarder la vérité en face et dire « Je ne suis plus une enfant qu'on peut faire taire ». L'écho de ces mots a déchiré le vieux rideau lourd qui m'avait étouffé pendant des années. Mamie a serré ma main et a murmuré « C'est ça, ma fille. C'est ça ». Et à ce moment-là, j'ai su que pour la première fois de ma vie, j'avais tracé ma propre limite, non pas avec des larmes de supplication, non pas avec le silence de la douleur avalée, mais avec la force de ma propre voix. Dans les jours qui ont suivi la réunion de famille chez mamie, l'air autour de moi a complètement changé. Je ne portais plus le poids d'un crime qui n'avait jamais existé. La preuve était sortie. Mon nom avait été rétabli. Et pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer comme une personne ordinaire. Mamie m'a gardé avec elle. Sa maison de banlieue, avec ses marches en bois qui grincent et les derniers chrysanthèmes jaunes fleurissant dans le jardin, est devenue le havre que je n'avais jamais su qu'il me fallait. Elle me préparait des petits déjeuners simples, des œufs au plat, du pain grillé et un verre de lait chaud. De petites choses qui, d'une manière ou d'une autre, me faisaient sentir à nouveau prise en charge. En retournant au collège, je ressentais encore une trace de gêne. Les chuchotements cruels n'ont pas disparu du jour au lendemain, mais grâce à la publication de mes parents et à la confirmation de mamie, les regards dirigés vers moi s'étaient adoucis. Ma professeure principale m'a accueilli avec un signe de tête d'excuse, et ma professeure de français s'est approchée et m'a dit à voix basse, « Je suis désolé d'avoir douté de vous. Vous pouvez resoumettre votre rédaction si vous le souhaitez. » J'ai hoché la tête, disant peu de choses, mais à l'intérieur, c'était comme si une pierre avait enfin été retirée de ma poitrine. Un grand changement est survenu lorsque Camille m'a entraîné dans l'équipe de course du collège. Tu as besoin de quelque chose pour brûler ton énergie, pour reconstruire ta confiance, a-t-elle dit. Au début, je ne parvenais à faire que quelques tours, à bout de souffle, mes chaussures usées se désagrégeant presque. Le coach a regardé mes pieds, a froncé les sourcils et le lendemain, il m'a tendu une petite boîte. C'est du fonds de soutien aux élèves. Tu mérites une bonne paire de chaussures. Je l'ai ouverte pour trouver une paire de chaussures de course bleu marine toute neuve. Pour la première fois depuis des mois, mes pieds se sentaient au chaud, en sécurité, et chaque foulée devenait plus légère. La sensation du vent dans mes cheveux alors que je traversais la piste me rappelait que mon corps était encore fort, que je n'étais jamais vraiment tombé. En même temps, j'ai recommencé à tenir un journal et à peindre. Mamie a aménagé un petit coin près de la fenêtre pour moi, a installé un chevalet et a acheté une boîte de peinture au magasin d'art voisin. Chaque après-midi, alors que la lumière dorée tombait en billets sur le bureau, je m'asseyais là, écrivant mes pensées dans un carnet puis peignant. J'ai peint des pieds nus sur du béton froid. Le banc du parc où je m'étais assoupi en serrant un sac poubelle. Et mamie dans son manteau de laine, les yeux vifs mais pleins d'amour. Chaque tableau était plus qu'une image, c'était un souvenir transformé en force. Camille est restée à mes côtés, une encre constante. Elle venait souvent chez mamie après les cours, apportant des pâtisseries que sa mère avait faites, et nous nous asseyions ensemble sur le porche en bois, parlant des cours et des films. Certains soirs, nous courions dans les rues du quartier, nos rires se mêlant au bourdonnement des insectes d'été. J'ai réalisé que malgré tout ce que j'avais perdu, j'avais encore des liens authentiques, et ces liens étaient ma véritable famille. Mamie m'a également encouragé à suivre une thérapie. Au début, je ne pensais pas en avoir besoin, mais après ma toute première séance, assise dans cette pièce chaleureuse et entendant la thérapeute dire « Vous avez le droit de croire en vous », j'ai fondu en larmes. Les séances m'ont aidé à apprendre à poser des limites, à dire non sans culpabilité. Je me suis exercé à reconnaître que je n'étais pas responsable des erreurs des autres, que l'amour ne devrait jamais s'accompagner de contrôle ou d'humiliation. Chaque conversation ouvrait une autre porte, me guidant plus loin de l'obscurité dans laquelle mes parents m'avaient autrefois confiné. Jour après jour, je me sentais devenir plus forte. Mes notes se sont améliorées, et j'ai même participé à l'exposition d'art du collège. Lorsque mon tableau a été exposé dans le hall principal, des élèves se sont arrêtés pour le regarder,
certains chuchotant, Chloé est de retour. Je n'avais pas besoin de leurs excuses. J'avais seulement besoin de savoir pour moi-même, je n'avais jamais disparu. J'avais seulement été caché, et maintenant, je me relevais. Un après-midi de fin d'automne, j'étais assise sur les marches en bois de la maison de mamie, mes nouvelles chaussures de course aux pieds. La lumière dorée du soleil s'inclinait sur la cour comme du miel se déversant, tandis que des feuilles d'érable rouge dérivaient lentement, tourbillonnant avant de toucher le sol. J'ai inspiré profondément, sentant ma poitrine se remplir sans l'ancienne lourdeur. Au bout de la rue, le rire de Camille est parvenu, et dans la cuisine, mamie fredonnait un hymne familier. Le monde ne me semblait plus aussi froid que la nuit où j'avais été poussé sur le porche avec rien d'autre qu'un sac poubelle entre les mains. J'ai baissé les yeux sur mes chaussures, me souvenant de ces premières courses haletantes et maladroites, et j'ai souri. Chaque pas était maintenant plus qu'une simple course. C'était une déclaration que j'avais encore une route devant moi. Il pensait autrefois que j'étais une ratée. Il croyait autrefois qu'il pouvait me faire taire avec une seule accusation, m'effacer avec une porte claquée. Mais ils avaient tort. J'ai survécu. Je me suis retrouvé. Et cette fois, personne ne peut m'enlever la vérité. Si vous lisez ces mots ou écoutez mon histoire, je veux vous dire quelque chose. Votre valeur ne réside pas dans la façon dont les autres vous voient, même si ces autres sont votre propre famille. Ne laissez personne vous définir par le mépris ou le favoritisme. Si vous avez déjà été incompris, abandonné ou si vous vous êtes senti invisible dans le lieu même qui devait être votre foyer, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. J'ai été là aussi, tremblant dans le noir. Mais de cette obscurité, j'ai trouvé la lumière. Votre valeur réside dans la façon dont vous vous tenez droit. Dans chaque fois que vous osez dire « je n'ai pas tort ». Dans chaque petit pas que vous faites pour vous retrouver. Et quand vous le ferez, personne ne pourra vous arracher la vérité. Personne ne pourra effacer votre voix.